À Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et on va commencer ce journal ce matin encore malheureusement par l'annonce de la perte d'un soldat israélien. Oui, effectivement, Ilana, il s'agit du sergent Idan Fuchs, 19 ans, de Petah Tikva. Idan servait dans le bataillon de blindés 77. Il avait été intégré dans la brigade de Golani. Il a été tué hier au sud Liban par l'explosion d'un drone offensif tiré par le Hezbollah. 6 soldats au total, un officier et 5 autres soldats ont été blessés, dont 4 sérieusement lors de ce même tir de drone ennemi. Ils ont été hospitalisés. Les obsèques du sergent Idan Fuchs se tiendront cet après-midi au cimetière militaire de Petah Tikva. Que son souvenir soit béni. Et ceci étant, au sein de Tsahal, on ne parvient pas à maîtriser ces tirs de drone, justement, du Hezbollah. Oui, ces tirs en provenance du nord du Litanie sont difficilement interceptables à cause de la taille réduite de ces drones explosifs du Hezbollah. Au sein de Tsahal, on admet que la situation statique des forces israéliennes dans la nouvelle zone de sécurité pose problème. Il faut rappeler que cet incident grave et meurtrier intervient alors que dans l'absolu, le cessez-le-feu a été, je vous le rappelle, prolongé par le président américain Donald Trump pour 3 semaines et que de l'autre côté, samedi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé l'intensification des attaques israéliennes contre le Hezbollah, 2 décisions qui ne se sont pas concrétisées donc sur le terrain. Et puis on a appris dans la nuit qu'un accident opérationnel s'était produit aussi dans une base de Tsahal. Oui, il s'agit cette fois d'une base militaire israélienne dans le sud du pays. 4 soldats ont été blessés, dont un grièvement atteint. Les familles de ces soldats ont été prévenues. On ne connaît pas encore les détails de cet accident. On parle d'une Jeep Hammer qui s'est retournée donc et qui a donc sérieusement blessé ces 4 soldats israéliens. Le reste de l'actualité, c'est le site d'information américain Axios qui affirme que l'Iran a envoyé une nouvelle proposition aux Américains. Oui, l'essentiel de cette proposition repose sur 3 points. La réouverture par Téhéran du détroit d'Ormuz, la fin de la guerre et le report des pourparlers sur le nucléaire iranien à une date ultérieure. Ce sont les médiateurs pakistanais qui auraient fait passer cette proposition aux Américains. Un officiel américain aurait confirmé la teneur de cette révélation. Et puis on revient au nord d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé d'annuler cette année les festivités de Lag BaOmer à Méron. Oui, des festivités qui devaient se tenir dans une semaine sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Premier ministre a pris cette décision en raison de la fragilité du cessez-le-feu actuel entre Israël et le Hezbollah. Le secrétaire du gouvernement Yossi Fuchs a expliqué qu'il y avait des risques d'attaque du Hezbollah contre le site de Méron qui est relativement proche de la frontière avec le Liban. Selon les consignes actuelles de la défense passive ou des consignes qui ont été durcies ces derniers jours, il est interdit de réunir dans le nord plus de 1500 personnes et donc à Méron, cette mesure sera respectée scrupuleusement. Parallèlement, les présidents des conseils régionaux en Israël sont en colère. Oui, il s'agit des conseils régionaux du nord du pays. Ils s'insurgent contre les consignes de la défense passive qui ne correspondent pas, selon eux, à la réalité sur le terrain. Malgré le cessez-le-feu, la sécurité n'a pas été restaurée et nous sommes encore les cibles de tirs de drones et de roquettes du Hezbollah, ont affirmé ces élus locaux du nord du pays qui ont décidé de fermer leurs établissements scolaires à partir de demain. Un développement important sur la scène politique israélienne avec une fusion, Daniel, entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Oui, les 2 anciens premiers ministres ont décidé de renouer l'alliance qu'ils avaient formée en 2013. Leur parti s'appellera Beyachad, ensemble, et il sera conduit par Naftali Bennett. Lors d'une conférence de presse conjointe hier, Naftali Bennett et Yair Lapid ont reconnu leurs différences idéologiques, mais ils ont souligné que malgré ces différences, ils étaient capables de s'unir et d'œuvrer ensemble en faveur de l'État d'Israël. Lapid a lui-même affirmé que le centre sioniste d'Israël devait s'unir derrière Naftali Bennett. Quant à Gadi Eisenkot, qui est l'un des prétendants justement à la direction de ce courant centriste, il a salué la décision de Bennett et de Lapid de s'unir. Les observateurs estiment que le parti Beyachad pourra rivaliser en nombre de mandats avec le Likoud et devenir même le parti le plus important sur l'échiquier politique israélien. Et puis pour terminer, 8 ans après le départ du grand rabbin d'Israël Meir Lo, la ville de Tel Aviv compte à nouveau un grand rabbin. Oui, il s'agit du grand rabbin Zvadia Cohen qui occupe actuellement les fonctions de président du tribunal rabbinique de la ville qui ne dort jamais. Le grand rabbin Zvadia Cohen a obtenu 61 mandats contre son principal challenger, le grand rabbin Chaim Amselem, qui est francophone, très connu de nos auditeurs et qui a obtenu malheureusement pour lui que 21 mandats. Il faut souligner que le grand rabbin Cohen était le candidat promu par le parti Chasse, qu'il a été élu dans le cadre d'un deal, on va dire, relativement secret entre le leader du parti Chasse, Aryeh Deri, et le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï. Le Rav Amselem, qui est considéré comme plus modéré que le nouveau grand rabbin, avait réussi à rassembler autour de sa candidature plusieurs voix libérales, mais cela n'a donc pas suffi face au deal conclu avec Ron Huldaï. Il faut souligner que pour la première fois, Tel Aviv n'aura pas de grand rabbin ashkénaze, mais seulement un grand rabbin séfarade.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera couvert à pluvieux à partir de cet après-midi. Des pluies éparses pendant les 24 prochaines heures. Les températures seront en légère baisse. Il fera 18 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 21 à Tel Aviv sur le littoral et même à Beersheva et 26 degrés aujourd'hui à Eilat. Nous sommes en ligne avec Myriam Schermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je n'ai plus besoin de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes politologue et auteur d'un ouvrage Knesset 2026 qui parle de la politique israélienne. Voilà, on le voit effectivement et ça devient de plus en plus d'actualité. On est, on va dire, rentré de plein pied dans la campagne électorale, même si ce n'est pas officiel. Mais cette initiative, cette démarche de Naftali Bennett et de Yair Lapid de fusionner ensemble et de former un seul et unique parti qui s'appellera Beyachad, justement, ensemble, eh bien, c'est quand même le coup d'envoi véritable de cette campagne électorale, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Une grande surprise, je dois dire. Ils ont réussi à prendre, en tout cas, les journalistes par surprise. On s'attendait quand même davantage à ce que Yair Lapid s'associe avec Eisenkot et que Naftali Bennett essaye malgré tout de conserver son image plus droitière en s'alliant avec Yair Lapid. Il prend le risque de totalement rebuter, on va dire, ces anciens électeurs de droite. Donc une vraie surprise pour ce coup d'envoi électoral, une annonce dans laquelle ce nouveau parti, Beyachad, cherche à se positionner comme la grande alternative de l'opposition, avec le plus grand parti de l'opposition, et donc terminer quelque part les demi-finales et l'opposition, et ensuite de se positionner face au Likoud de Netanyahou. Voilà, alors vous dites que c'est une surprise, mais en fait, d'une certaine manière, c'est une sorte de remake d'une situation que l'on a déjà connue, puisque en 2013, Naftali Bennett et Yair Lapid s'étaient alliés, même Yair Lapid avait posé comme condition l'entrée de Naftali Bennett dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Ça semble assez aujourd'hui stupéfiant qu'il y ait eu de telles relations entre Yair Lapid et Binyamin Netanyahou. Et puis, il faut bien rappeler le gouvernement du changement de 2021, où Naftali Bennett était Premier ministre, Yair Lapid ministre des Affaires étrangères et inversement par la suite. Donc ce sont deux figures de la classe politique israélienne qui s'entendent bien, on va dire, en général, même s'ils ne partagent pas, on va dire, les mêmes opinions. Oui, vous avez entièrement raison de le rappeler, les deux hommes s'entendent bien. En 2013, ils appelaient ça l'alliance des frères. Voilà. D'accord, ils sont plus ou moins de la même génération. Bennett est un peu plus jeune que Lapid, mais ils sont plus jeunes que Netanyahou. Ils sont rentrés en politique après lui. Ils ont tous les deux des ambitions personnelles dévorantes. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire d'Israël que deux anciens premiers ministres s'allient. Qu'un premier ministre qui a été Yair Lapid, bon alors pas pour très longtemps, mais malgré tout qui bénéficie du titre, se place en numéro 2 sur une liste pour se positionner face à Netanyahou lui-même, donc face à un troisième Premier ministre. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans le combat des titans, j'ai envie de vous dire, en tout cas c'est comme ça qu'ils veulent l'imaginer. Donc oui, vous avez raison, sur le plan personnel, c'est peut-être pas surprenant, mais on va dire comme ça. Je pense que beaucoup d'électeurs de droite, on sait que cette élection va se jouer sur le petit réservoir de voix qui sont capables de passer d'un bloc à un autre, d'accord ? Puisque le pays est très polarisé, la plupart des gens ont une opinion pour ou contre la coalition ou pour ou contre l'opposition et n'en changent pas tellement. On voit que les événements absolument historiques qui nous arrivent au quotidien ne changent pas tellement la donnée sur les sondages. Donc ça montre bien en fait que les gens se sont fait une opinion et qu'ils n'en changent pas. Mais néanmoins, on a un petit groupe, mais vraiment petit, c'est 4-5 mandats, Daniel, donc c'est moins de 100 000 personnes en réalité en Israël, qui sont capables de passer d'un bloc à un autre, c'est-à-dire soit d'être déçus de Netanyahou et de se dire pourquoi pas, moi je vote pour les partis de droite dans l'opposition du type Bennett-Lieberman, soit de dire j'avais pensé voter pour Bennett, mais en réalité finalement je vais retourner dans la coalition. Et en fait ces gens-là vont faire ou défaire l'élection, puisqu'on sait que les sondages sont très très serrés. Dans le meilleur des cas, on pourrait tout à fait retomber dans une impasse telle qu'on l'a connue entre 2019 et 2022. Donc toute la question c'est, est-ce qu'en faisant ce pari, Naftali Bennett n'éloigne pas ce type d'électeurs, c'est-à-dire en disant, il y a une différence entre siéger, c'est une différence un peu psychologique, mais il y a une différence entre siéger avec Lapid et l'avoir comme numéro 2 dans son parti, et certains de ces électeurs-là pourraient considérer que c'est vraiment la limite de gauche de trop, que c'est infranchissable pour eux, et donc ils retourneraient soit dans le giron de la coalition,
soit éventuellement ce serait un certain Victor Lieberman qui serait content en disant voilà, finalement je suis le seul vrai parti de droite qui reste dans l'opposition. Oui, alors on peut légitimement penser, puisque je disais que c'était le coup d'envoi, qu'il va y avoir d'autres démarches de ce type. On a le sentiment que certains se préparent dans les starting blocks. Par exemple, on parle d'Edelstein qui pourrait former justement une sorte de refuge pour les électeurs de la droite qui ne veulent plus voter Likoud ou Netanyahou et qui ne voudraient pas voter en tout cas pour Naftali Bennett avec son association avec Lapid. Est-ce que vers où on se dirige? C'est-à-dire, c'est un peu peut-être prématuré de poser cette question, mais l'objectif final de cette alliance, c'est de former un gouvernement de gauche ou de former un gouvernement sioniste? Parce qu'on parle beaucoup de ce gouvernement sioniste, de ce gouvernement qui serait formé que de partis politiques sionistes pour mettre de côté, par exemple, les partis orthodoxes et les mettre un peu dans l'opposition le temps qu'ils prennent conscience de leur difficile réalité. C'est quoi l'objectif final, à part devenir Premier ministre pour Naftali Bennett, parce qu'on sait que c'est une forme, on va dire, d'objectif récurrent pour lui depuis de nombreuses années? Oui, alors on n'est pas politicien à ce niveau-là en Israël sans avoir une grande ambition personnelle, hein, c'est indissociable. Mais pour répondre à votre question, oui, alors du côté du Likoud, on a cet éventuel Likoud B, hein, comme on appelle ça voilà, dans le paysage politique, mais on ne s'est pas encore fait. Hein. Mais ce serait une petite scission au sein du Likoud avec des personnalités du type Yuli Edelstein, Gilad Erdan, Sharon Haskel, donc la droite un peu plus modérée, ou le Likoud classique d'antan, si vous voulez, en tout cas qui souhaiterait se positionner comme ça, pour récupérer les déçus des extrémistes du Likoud et des extrémistes de la coalition. Mais ce parti-là, il n'a pas encore vu le jour, notamment parce que les personnalités ne sont pas d'accord entre elles sur ce que vous parlez précisément, c'est-à-dire la stratégie adoptée. C'est-à-dire, est-ce que on va être la pièce manquante qui va forcer un large gouvernement d'union, si vous voulez, entre le Likoud et de centre droit, hein, comme il en a longtemps existé en Israël et comme il n'en existe plus à cause des boycotts, ou est-ce qu'on va vraiment aller contre le Likoud jusqu'au bout et on va donner ces voix-là à Naftali Bennett ou en tout cas au leader de l'opposition, d'accord? Donc c'est une vraie question. Après, la question de l'unité du gouvernement d'union, c'est très paradoxal, Daniel, parce que d'un côté, quand vous regardez les sondages, la plupart des Israéliens sont fans de cette idée-là, d'accord? Ça les arrangerait vraiment d'avoir un gouvernement stable avec le Likoud d'un côté, les éléments de centre droit ou de centre de l'autre, et voilà, et vogue le navire. Mais on a cette volonté-là dans les sondages, mais elle n'est pas vraiment traduite électoralement. C'est le message de Benny Gantz, par exemple, depuis plus de 2 ans. Benny Gantz est sous le seuil d'éligibilité dans les sondages tout le temps, partout. Ayelet Shaked avait essayé de faire ça en 2022 en disant « je serai le petit parti qui forcera les partis sionistes à se mettre ensemble ». Elle n'était pas passée. Gideon Sa'ar a essayé lui aussi de représenter le nouveau Likoud, le nouvel espoir, ça s'appelle Tikva Hadasha, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Finalement, il a laissé tomber et il a réintégré le Likoud. Oui. Donc, en fait, dans les faits, dans la politique politicienne, cette noble idée, elle ne fonctionne pas tellement. Est-ce qu'on assiste à un changement systémique parce qu'on est post-7 octobre et que les Israéliens veulent autre chose? C'est la question. Pour l'instant, je ne crois pas tellement qu'on y soit. Hein. Alors, il y a un homme dont on n'a pas encore dit un mot, c'est Binyamin Netanyahou. En général, l'expérience politique de Binyamin Netanyahou a prouvé que quand il se retrouve dans ce genre de situation, eh bien, il sort toujours de sa manche une botte secrète, une forme d'alliance à laquelle on n'avait peut-être pas obligatoirement pensé et qui est une réponse à ce genre de démarche. Quelle peut être la réponse de Binyamin Netanyahou à cette démarche? Eh ben, je vais vous dire, Daniel, je pense que s'il avait sa carte magique, eh ben, il l'aurait déjà sortie. En l'occurrence, ces sondages ne bougent pas. Je pense que Netanyahou pensait vraiment qu'après, peut-être pas la victoire, mais les offensives définitives contre le Hezbollah, fin 2024, et la guerre en Iran, et le retour des otages, d'accord, on a quand même une succession d'événements qui, en temps normal, auraient été considérés comme hors du commun, d'accord, enfin, qui sont hors du commun, mais qui, en temps normal, auraient eu d'autant plus d'impact. Je pense qu'il pensait vraiment que ça allait enfin faire bouger les sondages d'une façon à ce qu'il puisse aller en élection de façon un peu plus certaine.
Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les gens qui ont été déçus, qui après le 7 octobre ont dit « moi je revote plus pour la personne qui était aux commandes à ce moment-là », ne reviennent pas, quels que soient en réalité les accomplissements. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas allé en élection anticipée. Il faut le rappeler, c'est exceptionnel en Israël. Normalement, tous les 2 ou 3 ans, on va en élection anticipée en Israël. La dernière fois qu'un gouvernement a fait un mandat complet, c'était dans les années 80. Ça n'arrive absolument jamais. Et donc là, il essaye aussi de tenir au jour le jour et de se dire qu'au final, peut-être qu'à un moment donné, les gens, plus ils auront du recul par rapport au 7 octobre, plus ils diront « Ok, il y a la catastrophe du 7 octobre, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé depuis, donc finalement, je revote pour la coalition. » Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, et on voit dans les sondages soit une légère défaite du Likoud, soit une impasse. D'accord ? Donc pour l'instant, la fameuse carte qu'il sort de sa manche, elle n'est pas encore sortie. Allez, comment vous expliquez cela ? Parce que on dit toujours, on a l'habitude de dire dans la classe politique israélienne que lorsque il y a des guerres, eh bien ces guerres en général profitent à la droite israélienne et font glisser une partie de l'électorat vers la droite. Or là, c'est pas exactement le cas, alors que pourtant, là, on est dans un état de guerre depuis 2 ans. Parce qu'on est dans un post-7 octobre, Daniel, parce qu'on n'a jamais rien connu de pareil. Parce qu'à la limite, ce à quoi ça ressemble, c'est la guerre de Kippour, et en termes de surprise, d'accord, en termes de que l'État d'Israël a été pris par surprise, et en termes de catastrophe, notamment sur le bilan humain, même si le bilan humain de Kippour est supérieur. Et la guerre de Kippour, c'est ce qui fait perdre à Mapai définitivement le pouvoir. Alors, en Israël, juste après le 7 octobre, la plupart des analystes ont dit « ça y est, c'est la fin du Likoud ». Ça n'a pas été la fin du Likoud, on n'est pas allé vers des élections immédiates, comme on aurait pu l'imaginer. L'opposition s'est montrée faible aussi, parce qu'imaginez ce que Netanyahou aurait fait lui-même en tant que chef d'opposition, il aurait su faire tomber la coalition qui était en place au 7 octobre. Mais malgré tout, on voit bien que même avec le recul, même avec les 3 ans qui sont passés, vous avez des gens qui, une bonne fois pour toutes, ont dit je ne sais même pas si c'est contre Netanyahou, personnellement, c'est simplement de dire ce qui était en place le 7 octobre ne fonctionne plus. D'accord ? On est dans une nouvelle ère israélienne. C'est un événement qui a dramatiquement fait bouger les lignes. On voit que la plupart des Israéliens ont basculé à droite, mais en même temps qu'ils considèrent qu'une coalition avec les orthodoxes, c'est beaucoup plus compliqué à tenir qu'avant parce qu'on a la loi d'enrôlement qui pose problème à une majorité d'Israéliens qui considèrent que dans un post-7 octobre, il n'est plus possible d'accepter la dispense majoritaire des ultra-orthodoxes. Donc en fait, on a changé d'air. Et ce qu'on voit, c'est les premiers balbutiements d'une nouvelle ère politique qu'on ne connaît pas encore. Et il est tout à fait possible qu'on n'en verra pas les résultats dès cette année pour ce scrutin-là, et que ça prendra encore un cycle électoral. Mais les Israéliens ont profondément changé et leur vote va s'en refléter. Mais il y a en même temps, et on le sait, ça, c'est une donnée que l'on constate depuis plusieurs mois même, il y a environ 25% de l'électorat israélien qui ne sait pas pour qui voter. Je pense en particulier même dans le monde sioniste religieux où on ne sait pas, on ne veut pas ceux qui ne veulent pas s'identifier à Smotrich, eh bien, n'ont pas véritablement de foyer politique pour lequel voter. Eh bien, et ce qui peut peut-être paraître étonnant ou décevant, mais peut-être ça va changer dans les 6 prochains mois, c'est le fait qu'il n'y a pas, on va dire, de nouvelles formations politiques qui puissent jaillir du peuple, du bas, pour s'imposer avec des figures qui ont été marquantes, émouvantes, véritablement des charismatiques, des gens, je ne sais pas, il y en a beaucoup, qui ont perdu malheureusement des enfants, qui se sont distingués le 7 octobre au contraire, et on ne les voit pas jaillir. C'est parce que la classe politique israélienne, parce que, on va dire, elle ne permet pas à des talents de ce type-là de jaillir. Bon, alors d'une part, c'est compliqué. C'est compliqué de rentrer de créer un nouveau parti en Israël, c'est compliqué. Parce qu'il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend des années, etc., mais environ 100 000 personnes qui vont voter pour vous, ce qui n'est pas une mince affaire en Israël, d'autant plus que pour passer, il faut environ 200 000 personnes, puisqu'on est à 40 000 voix pour un mandat. 40 000. Oui, alors, ok, d'accord. Alors, on va dire entre 150 et 200 000, voilà. Oui, voilà, pardon, moi j'étais restée sur le décompte de 30 000 par mandat, mais bon, voilà, c'est un nombre très important, d'autant plus que la politique israélienne, par exemple, ne fonctionne pas comme la politique américaine, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas
prendre de l'argent, avoir des méga donneurs, etc. Donc c'est compliqué de monter une structure, d'avoir les moyens nécessaires face à des grands partis qui, eux, du fait qu'ils sont présents dans la Knesset, sont subventionnés par le secteur public, qui subventionne la politique israélienne. Donc par définition, quand vous avez une grosse machine, même du type Yair Lapid, qui aujourd'hui a bien du mal à passer dans les sondages, mais qui a 24 mandats dans la Knesset actuelle. Donc de facto, a de l'argent qui est donné par l'État. Bon, sans rentrer dans les technicalités pour pas trop ennuyer nos auditeurs. Mais donc déjà, vous avez la question de la difficulté. Et ensuite, je pense que en raison des événements et du fait que on n'est pas du tout en train de digérer le 7 octobre, on vit en permanence d'une opération à une autre, d'une situation d'urgence à une autre. En réalité, les gens sont encore en train de soigner leurs plaies. Vous parlez de ces personnalités qui émergent du 7 octobre. Donc c'est soit effectivement des gens qui ont perdu leur enfant, soit des gens qui ont combattu, soit des anciens otages. Mais tous ces gens-là ont besoin de faire leur deuil, ont besoin de reprendre une vie normale avant d'envisager une carrière folle comme une carrière politique. Donc il est tout à fait possible que ça prenne encore un peu de temps et que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on le voit dans le prochain cycle. Rien ne nous dit qu'il sera dans 4 ans, peut-être qu'il sera seulement dans 1 an, en 2027, 2028, 2029, 2030, puisqu'on ne sait jamais à l'avance quand est-ce qu'auront lieu les élections israéliennes. Donc il y a ce besoin, je pense, de penser ces plaies et de vraiment élaborer au sens psychologique du terme ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais encore une fois, vraiment, la société israélienne a changé à tout jamais. La politique, pour l'instant, ne le reflète pas vraiment, mais ça va venir. Eh bien, on le verra très certainement au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Il est probable qu'il y ait des développements de ce type dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, avec de nouveaux partis peut-être qui viendront se rajouter aux partis existants. Merci beaucoup Myriam Shermer. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de Knesset 2026, on va dire une lecture pour mieux comprendre la vie politique en Israël, qui sera indispensable, on va dire, au cours des prochains mois. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt Myriam. Et nous commencerons ce matin cette revue de la presse par une photo émouvante, celle du sergent Idan Fuchs qui est tombé au combat hier au sud Liban. Cette photo est en première page du Yediot Aharonot, du Israël Hayom, et en évidence dans les sites d'information israéliens. Ce matin, le sergent Idan Fuchs avait 19 ans. Il était originaire de Petar Tikva. Il servait dans le bataillon 77 des blindés de Tzahal. Il a été tué par l'explosion d'un drone offensif tiré par le Hezbollah à partir du nord du Litani. Le Israël Hayom nous explique que sa compagne, qui est observatrice dans une unité de Tzahal, a assisté en direct sur son écran à l'explosion du drone et donc à la mort de son compagnon. Plusieurs autres soldats ont été blessés au cours de cet accrochage. 4 d'entre eux, un officier et 3 soldats, ont été très grièvement atteints. Idan est le premier soldat à tomber au sud Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Que son souvenir soit béni. Cet incident grave s'inscrit dans un contexte de tension au sud Liban, comme l'indique la première page du Israël Hayom ce matin. Le journal consacre la moitié de sa une à cette situation au sud Liban et il revient sur la décision annoncée par Binyamin Netanyahou samedi soir de frapper avec plus d'intensité le Hezbollah, une annonce qui, selon le journal, n'a pas été suivie d'effet sur le terrain. Selon Tzahal, il n'y a pas de changement dans les directives de l'armée au sud Liban et certains officiers affirment que l'objectif du Premier ministre serait de faire rejeter la responsabilité de cette situation complexe sur l'armée israélienne. Ces officiers affirment que leurs mains sont actuellement ligotées et qu'ils considèrent que l'attitude statique des soldats met ces derniers en danger, affirment donc ces officiers supérieurs de l'armée israélienne. Les commentateurs militaires des 2 grands quotidiens israéliens déplorent eux la situation actuelle au sud Liban. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, constate que la décision de Donald Trump d'imposer un semblant de cessez-le-feu empêche Tzahal de frapper à Beyrouth et à Baalbek la direction du Hezbollah. Yossi Yehoshua, qui est le correspondant militaire du Yediot Aharonot, reconnaît que la menace de ces drones offensifs du Hezbollah est de plus en plus complexe à déjouer. D'un côté, Tzahal frappe librement à Téhéran, mais au nord, l'armée israélienne s'avère incapable de maîtriser ses tirs de drones. Fin de citation. Le Yediot Aharonot lui consacre la moitié de sa première page ce matin au développement principal sur le plan politique au cours des 2 derniers mois. L'union Bennett-Lapid, sur la moitié de sa première page, le Yediot Aharonot titre « Nous sommes 2 ». Et le journal nous montre hier
Bennett et Lapid lors de l'annonce de la création de leur nouveau parti qui s'appellera Beyachad, ensemble. Le Israël Hayom titre aussi ce matin en première page, c'est la fin des divisions et le début de l'ère d'une réparation. C'est le retour de l'Alliance des frères de 2013 et une promesse du nouveau tandem de la classe politique israélienne. Au premier jour du gouvernement que nous dirigerons, nous nommerons une commission d'enquête d'État sur les massacres du 7 octobre et nous voterons une loi d'enrôlement pour l'ensemble des orthodoxes. Les deux quotidiens israéliens mentionnent aussi l'appel de Naftali Bennett à Gadi Eisenkot afin qu'il rejoigne cette union au centre. Qu'écrivent les commentateurs politiques à la suite de cette démarche d'unité entre Naftali Bennett et Yair Lapid? Le Yediot Aharonot a mobilisé ses ténors pour commenter ce développement. Nahum Barnea parle d'un remake de l'Alliance des frères de 2013, mais ne pense pas que cela modifiera les rapports de force dans la classe politique. Pour Nadav Eyal, cette fusion va de soi, mais pour former un gouvernement sioniste, c'est-à-dire sans les orthodoxes, elle part du principe qu'après avoir perdu les élections, Binyamin Netanyahou s'en ira de la direction du Likoud et le Likoud alors pourra rejoindre cette coalition sioniste. Dans le Israël Hayom, Shirit Avitan Cohen résume la situation en expliquant que cette union ne résout pas les problèmes des voix des Israéliens de la droite modérée qui ne veulent plus voter en faveur de Binyamin Netanyahou et du Likoud. Et la démarche d'hier risque de conduire cet électorat modéré qui était prêt à voter pour Naftali Bennett mais qui ne voudra pas voter pour Lapid à retourner donc vers une des formations de l'actuelle coalition. Quant à Amit Segal, le célèbre analyste de la chaîne 12, il affirme en usant d'une terminologie sportive que cette démarche permet à Naftali Bennett de se qualifier pour la finale des élections contre Binyamin Netanyahou. Anna Bersky, dans le Maariv, ne va pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'une démarche déterminante. En fait, elle fait surtout les affaires, selon elle, de Naftali Bennett, qui prend la tête d'une formation plus large, et de Lapid, qui se garantit ainsi son avenir politique. Tous les quotidiens et les sites d'information se penchent également ce matin sur le dossier de l'amnistie du Premier ministre Netanyahou par le président Herzog. Et pour cause, il répercute ainsi une information publiée par le New York Times qui croit savoir que le président israélien n'accordera pas sa grâce présidentielle au Premier ministre, mais pourrait être l'artisan d'une sorte d'accord de compromis entre le parquet et Binyamin Netanyahou. C'est la conclusion à laquelle le président Herzog serait parvenu après avoir étudié le dossier de la grâce du Premier ministre sous tous ses angles. Dans le Yediot Aharonot, Tovat Sinuki énonce les cas de figure qui pourraient conduire à la fin du procès de Binyamin Netanyahou sans amnistie présidentielle. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, croit pouvoir avancer la solution miracle à l'impasse actuelle dans ce dossier. Pour lui, il faudrait tout simplement suspendre le procès de Binyamin Netanyahou, mais Amnon Lord est conscient que jamais la conseillère juridique du gouvernement n'acceptera une telle solution. Le Yediot Aharonot annonce ce matin aussi en première page la décision importante de la Cour suprême envers le public orthodoxe. Hier, la Cour suprême, présidée par le juge Noam Solberg, son vice-président, qui est lui-même religieux, a décidé d'annuler le panier des avantages accordés aux élèves des yeshivot qui refuseront de s'enrôler dans Tsahal. La Cour a critiqué l'attitude du gouvernement et a décidé d'empêcher l'attribution de ces avantages économiques substantiels à ces orthodoxes réfractaires. Il s'agit en particulier des réductions des prix des appartements, des taxes municipales et des transports en commun dont bénéficient les orthodoxes actuellement. Et enfin, avec 24 heures de retard, les quotidiens israéliens reviennent sur la tentative d'attentat contre le président Trump à l'hôtel Hilton de Washington. Les journaux nous montrent les photos impressionnantes de l'évacuation du président et de son vice-président J.D. Vance du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Quant au professeur Avraham Ben-Zvi, qui est le spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis, il se demande si cette tentative d'attentat, la troisième en moins de 2 ans, va renforcer la popularité de Donald Trump qui est en baisse, et il se montre relativement sceptique à ce propos. Le Yediot Aharonot parle des 3 âmes de Donald Trump, justement par rapport aux 3 tentatives d'attentat, et il cite un extrait d'une déclaration du président américain qui a affirmé que ces tentatives d'attentat confirmaient son importance dans l'histoire des États-Unis. C'est la fin de cette revue de la presse. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Marc Eisenberg. Marc, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tout le monde.
Alors, vous êtes bien entendu le président de Calita, vous êtes également le président de l'Alliance israélite universelle, et avec vous, je voudrais que l'on évoque le souvenir, la mémoire d'une grande figure du judaïsme français qui nous a quittés hier. Il s'agit du professeur Armand Abécassis, que vous avez bien connu pendant de longues années. Je voudrais que vous nous rappeliez à nos auditeurs qui était Armand Abécassis et pourquoi il était l'une des figures majeures, on va dire, du judaïsme français de ces dernières décennies. Un des plus grands penseurs et philosophes juifs français, bien sûr, du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Armand Abécassis est né en 1933 au Maroc, dans une famille religieuse, et il m'avait raconté un jour qu'à l'âge de 10-11 ans, il avait été insulté, une insulte antisémite en public. Et que cette insulte l'avait évidemment attristé, mais lui avait ouvert la voie. Il voulait, dans sa vie, défendre la beauté du judaïsme et participer à son rayonnement. Donc voilà, Armand était un immense philosophe. Et il est né en 1933 comme mon père. Voilà. Alors effectivement, et là, on peut dire qu'il y a une relation, on va dire, presque fusionnelle entre les deux. Hein. Absolument, très amicale. Et mon père me disait qu'il était heureux, à un certain moment de la vie d'Armand Abécassis, qui était déjà très connu des intellectuels juifs, mais d'avoir pu populariser son enseignement à travers de très nombreuses émissions à Bible ouverte, de très nombreux entretiens qui ont donné lieu à plusieurs ouvrages, notamment sur Bereshit, sur la Genèse. Je vous en montre. À Bible ouverte, la Genèse de l'homme, ou bien Et Dieu créa Ève, ou bien c'est des titres assez amusants, moi, le gardien de mon frère, ou bien encore Rachel, Jacob, Rachel, Léa et les autres. Pourquoi je vous présente ces ouvrages? Parce que je pense que c'est la façon la plus simple de rentrer déjà dans la magnifique œuvre littéraire, philosophique d'Armand Abécassis. Mais évidemment, il a écrit de très nombreux ouvrages, et son œuvre majeure, c'est la pensée juive. C'est en 4 volumes. C'est ça. La pensée juive, je vous montre aussi. Voilà, oui. Non, on ne le voit pas tout à... Voilà, très bien. Là, on le voit bien. Par exemple, de l'état politique. Mettez-le, voilà, ici. Voilà, à l'état prophétique, etc. C'est un livre en 4 tomes qui est absolument remarquable et que j'invite nos lecteurs à se procurer. C'est dans le livre de Bosch. Donc voilà, Armand Abécassis était un très grand penseur, un philosophe. Il a démarré sa carrière à Bordeaux, où il est devenu professeur de philosophie et professeur émérite. Et si je ne m'abuse d'ailleurs, mon cher Daniel, il a connu votre père à ce moment-là à Bordeaux. Possible, oui. Et ils sont devenus amis. C'est ce que j'avais entendu comme confidence de l'un ou de l'autre. Et ensuite, il est monté à Paris et il a toute une carrière d'enseignant extrêmement riche. Comment on peut le situer par rapport aux grands penseurs de ce que l'on appelait l'école de pensée juive, par exemple Manitou? On sait que c'est Manitou qui a, on va dire, qui a été peut-être le premier à découvrir les talents, les capacités hors normes d'Armand Abécassis. Si on devait le rattacher à 2 figures des philosophes juifs français, je dirais plutôt André Neher, oui. André Neher séfarade, mais la personne dont il était le plus proche, c'était Emmanuel Lévinas. Mm-hmm. Et ce qui est très intéressant, c'est que Armand Abécassis, dans sa carrière, et à la fin de sa vie, toutes ces dernières années, et jusqu'à son décès, a animé, dirigé
la synagogue qui se trouve à Legno, l'école normale israélite orientale de l'Alliance israélite universelle. Et il faisait l'office et Shabbat, il donnait des cours, des devoirs Torah. Et c'est dans le même lieu qu'avait exercé Emmanuel Lévinas comme directeur de cette école. Et donc ces deux philosophes étaient très proches l'un de l'autre au niveau des idées. Ça nous ramène à l'Alliance israélite universelle dont vous êtes le président et dont il était très proche. Il faisait partie intégrante, on va dire, de l'Alliance israélite universelle pendant... Bien sûr, il a travaillé pendant 20 ans, 30 ans avec l'Alliance, en partenariat avec l'Alliance. Il a animé de très nombreux colloques, de très nombreux cours, un Beth Midrash. Je dirais que justement après Emmanuel Lévinas, Armand Bécassis a été le guide spirituel de l'Alliance et représentait la pensée de l'Alliance. Si on devait résumer la pensée d'Armand Bécassis, sa pensée profonde et forte, on dirait que d'une part, comme les philosophes qu'on vient de citer, il alliait tradition et modernité. Il expliquait qu'il fallait absolument retourner au texte, que la Torah, que l'ensemble des textes du canon biblique étaient des textes fondamentaux et sacrés, mais il insistait beaucoup sur le dialogue. Le dialogue judéo-chrétien. Il avait reçu le prix en 2009 de l'amitié judéo-chrétienne, mais il expliquait ça avec toute sa conviction. Il l'a dit dans un livre qui s'appelait L'Évangile selon l'Évangile devant la pensée juive. Oui. Il a expliqué que Jésus, il fallait d'abord bien le regarder comme un juif et un juif pratiquant. Oui. Donc il était pour le dialogue, ça c'était extrêmement important pour lui. Et l'autre pensée phare, c'est la transmission. La transmission était essentielle à ses yeux. D'ailleurs, sa fille Eliette Abécassis, la talentueuse Eliette, romancière bien connue de nos auditeurs, a écrit en 2002 un livre qui s'appelait Transmission, où elle s'est interrogée sur ce qu'est la transmission générale, mais une partie du livre, évidemment, est liée à son père, la transmission qu'elle a reçue de son père, où elle conclut que plus qu'un savoir, c'était un savoir-être, comment se comporter dans la vie que son père lui avait transmis. Et lui-même, Armand, disait « Je suis un passeur ». Et il a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelait « Le livre des passeurs ». Donc la transmission, c'était quelque chose de très important. Encore une fois, c'est une œuvre monumentale qu'a faite Armand. Elle demande à être connue, étudiée. C'était un grand érudit. C'était un homme très, très humble, très gentil, qui faisait passer toujours la défense de ses idées avant la défense de sa personne. Et c'est les souvenirs, évidemment, qu'on gardera d'Armand. Et encore une fois, cette volonté à tout moment d'enseigner, d'expliquer, un pédagogue magnifique et surtout une pensée d'une hauteur rarement atteinte dans le monde juif. Donc, à sa femme Janine, à ses enfants, son fils Joël, sa fille Eliette, à mon nom personnel et au nom de l'Alliance israélite universelle, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Nous ferons évidemment une cérémonie, on va voir quand, pour mettre en avant cette personnalité extraordinaire, Baruch Dayan Haemet. Merci beaucoup Marc Eisenberg d'avoir rendu hommage à Armand Abécassis. Je voudrais peut-être poser une dernière question parce qu'on a le sentiment quelque part que c'est une page qui se tourne justement au niveau du leadership de la pensée, de la marshava en France. Est-ce qu'il y a des successeurs à des gens, des figures de cette envergure dans la communauté juive en France aujourd'hui ? Déjà de l'envergure d'Armand Bécassis, d'André Neher ou d'Emmanuel Lévinas, c'est évidemment difficile. Oui. Donc, à l'instant où on parle, personne n'approche de cette hauteur de vue et de cette érudition.
Mais il y a 2-3 jeunes penseurs juifs qui sont en train de s'affirmer. On en reparlera sûrement dans une autre émission. On a quand même quelques espoirs parce que l'étude juive en France est assez riche et assez foisonnante. Et on m'a parlé de 2 ou 3 jeunes philosophes, jeunes penseurs qui pourraient demain remplir un vide qui à l'instant restera immense. Effectivement. Merci beaucoup encore une fois, Marc Eisenberg, d'avoir rendu hommage de manière si émouvante à Armand Abécassis qui nous a quittés donc hier à l'âge de 93 ans. Merci encore, Marc, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Après une semaine d'arrêt des tirs des missiles et des sirènes en Israël, et surtout dans le centre du pays, comme à Tel Aviv où je vis, personnellement, je continue de me réveiller à 3 heures du matin. C'est devenu presque une habitude. Pendant près de 40 jours, ou presque chaque nuit, on était réveillé par la préalerte sur nos téléphones. Le bruit, la vibration, cette montée d'adrénaline, tout cela, le corps l'a enregistré. Alors, même si pour l'instant c'est plus calme, mon corps et mon esprit, eux, n'ont pas encore complètement lâché. Mes baskets sont toujours posées à côté de l'entrée, prêtes pour descendre en vitesse au miclate du quartier, comme si une partie de moi refusait encore de croire que je peux vraiment reprendre un rythme normal. C'est devenu un réflexe de guerre, et je ne suis pas la seule. Beaucoup d'Israéliens vivent cela en ce moment. Même quand les sirènes s'éloignent, le stress, lui, met plus de temps à partir. Chez les enfants, cela peut se manifester autrement. Ils redeviennent plus collés à leurs parents, refusent de dormir seuls, peuvent régresser ou s'opposer davantage. Certains veulent garder la lumière allumée, d'autres ne veulent pas quitter la pièce où se trouve le papa ou la maman. Là aussi, ce sont des comportements que beaucoup de familles observent après des semaines vécues sous tension. On croit souvent que le plus dur, c'est le moment de l'alerte. Et bien sûr, sur l'instant, il faut réagir, courir, protéger ses proches, vérifier son téléphone, écouter, anticiper. Mais ce qu'on comprend moins, c'est qu'après des semaines à vivre comme ça, le corps ne revient pas immédiatement à la normale. Il reste en état d'alerte. Il continue à surveiller, à attendre le danger. C'est ce qu'explique la psychologue clinique Milka Adret. Après une exposition prolongée à des menaces vitales, on peut rester en hypervigilance. On sursaute au moindre bruit, on dort mal, on mange moins bien, on se sent épuisé, même triste, ou traversé par des crises d'angoisse. Le relâchement peut aussi se faire sentir physiquement. On tombe un peu malade, comme si tout ce qu'on en avait tenu à distance pendant la crise remontait d'un coup. Ce qui est frappant, c'est que pendant les alertes, on tient, on agit. On ne pose pas tellement de questions, on fait ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire, mais c'est souvent après que ça remonte. Après, quand le silence revient un peu, que la pression baisse et que l'esprit commence enfin à réaliser ce qu'il a traversé. Alors, ne pas aller bien tout de suite n'a rien d'exceptionnel, chez les adultes comme chez les enfants. Il faut parfois un peu de temps pour redescendre vraiment. Le message là est clair. Ces réactions sont souvent normales face à une situation qui, elle, ne l'est pas. Alors, reconnaître ces réactions chez les enfants comme chez les adultes, c'est déjà permettre un retour plus progressif à notre équilibre mental et physique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître David Jaoui. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous ai présenté comme avocat international et vous l'êtes bien entendu, mais avant tout, je voudrais qu'on parle de votre expérience de réserviste de l'armée israélienne, plusieurs centaines de jours de réserve depuis le début de la guerre. Et avec vous, je voudrais essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans le nord du pays, parce que on a le sentiment de vivre une sorte de paradoxe. D'un côté, le président Trump parle d'un cessez-le-feu, il dit même l'avoir prolongé au sud du Liban. D'un autre côté, Benyamin Netanyahou affirme que l'armée israélienne intensifie ses attaques contre le Hezbollah après plusieurs dizaines de violations du cessez-le-feu au cours des 10 derniers jours.
Et si on parle aux officiers sur le terrain, eh bien, ils disent qu'il n'y a aucun changement véritable et tout cela intervient alors que on voit que le Hezbollah tire des drones offensifs qui parfois sont meurtriers, comme on l'a vu hier au sud Liban avec la mort d'un soldat, le sergent Idan Fuchs. Comment vous expliquez cette situation qui peut paraître paradoxale, contradictoire un peu ? Paradoxal et contradictoire, c'est le mot-clé pour comprendre le Moyen-Orient de façon générale. Oui, donc ça, là, ce sera pas l'exception. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous apporter des réponses, mais peut-être d'autres questions qui vont aider à illustrer le propos. Écoutez, chacun opère dans le cadre de son précaré. On a un Donald J. Trump qui a posé comme impératif de mettre fin, sortir victorieux, en tout cas attacher les dernières ficelles du conflit avec l'Iran. L'Iran a posé un cessez-le-feu avec le Liban comme une condition de leurs négociations. Et donc, vous avez Donald Trump qui met pression pour Israël pour restreindre ses activités au Liban. Vous avez de l'autre côté un Benjamin Netanyahou qui, outre les considérations sécuritaires légitimes que l'on a par rapport au nord du pays, a également des considérations électorales. Il ne peut pas se présenter au sein de sa coalition comme étant quelqu'un qui laisse se développer le Hezbollah sous son nez. Certainement pas après le 7 octobre, certainement pas après qu'il ait émis des déclarations allant vers le démantèlement du Hezbollah après le dernier conflit qu'on a eu avec eux. Et donc chacun est en train de faire pression en ce sens. Vous constaterez néanmoins que si les opérations continuent au sud-Liban, on voit peu ou pas d'attaques vers la Dakhia, vers Beyrouth, vers les parties nord du Liban, ce qui tendrait à suggérer que le conflit reste une opération sécuritaire de premier ordre, proche des frontières. Il ne faut pas oublier que l'objectif de la dernière invasion, c'est la dernière entrée des forces israéliennes au sud-Liban, était de mettre fin à la menace immédiate. Le démantèlement de l'organisation Hezbollah, c'est un projet beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est un peu la première réponse. Mais là, apparemment, David, il semble que les pressions américaines contre Israël, enfin sur Israël, sont justement de ne pas attaquer Beyrouth, de mettre, c'est ce qui a été convenu apparemment avec le gouvernement libanais, c'est-à-dire frapper le Hezbollah, ok, au nord du Litanie, mais pas d'aller troubler, on va dire, la quiétude des habitants de la capitale libanaise. Exactement, mais en même temps, si vous considérez que l'État libanais pourrait éventuellement être un partenaire dans ce processus, et c'est vrai que si elle n'a pas encore les moyens, on pourrait penser qu'il y a une certaine volonté de la part et de l'armée libanaise, en tout cas des échelons politiques. Vous avez même des factions rivales qui commencent à apparaître au sein des groupes chiites libanais, ce qui est quand même une première, de voir des chiites libanais qui s'opposent ouvertement au Hezbollah. Ils sont minoritaires et leur vie est menacée tous les jours. Mais il y a un certain changement, un certain mouvement des tectoniques. Je ne suis pas persuadé que Netanyahou se laisse persuader malgré lui par Donald Trump. Je pense plutôt qu'il réalise le potentiel stratégique qu'il y a à créer une coopération avec le Liban, mais qu'il ne peut pas se permettre, encore une fois pour des raisons électorales par rapport à ses alliés dans la coalition, de le dire à voix haute. Et donc concrètement, quelle issue parce que on le voit aussi, le gouvernement libanais, il reste faible, il ne prend pas position, on va dire, ouvertement en faveur de négociations. On pensait la semaine dernière que Donald Trump allait réunir le président Aoun et le premier ministre Netanyahou à Washington. Ce n'est pas le cas et on semble être loin de là. Les Saoudiens disent même aux Libanais, pas question d'encourager le dialogue avec Israël. Comment on se sort de cet imbroglio ? Avec une action sur plusieurs fronts. Alors, je me replace, encore une fois, nous, l'objectif d'Israël n'est pas nécessairement d'être le broker de la paix au Moyen-Orient. On a des intérêts immédiats
qui se réduit sur le court, le moyen et le long terme. Sur le court terme, la menace immédiate qui se présente sur la frontière libanaise, c'est ce qui occupe essentiellement Tsahal. Okay, l'activité militaire, elle se concentre sur cette zone-là. S'assurer qu'il n'y a pas de menace d'invasion type 7 octobre de notre frontière nord, ni même de possibilité de lancer des missiles anti-chars directement sur les habitants. Lorsque l'on regarde stratégiquement sur le long terme, le démantèlement du Hezbollah, on parle d'une organisation qui est complètement imbriquée dans la vie politique, dans le tissu politique et social du Liban. Et à ce moment-là, le seul véritable solution, un peu si vous voulez à l'instar de changement de régime iranien, c'est quelque chose qui doit venir du bas vers le haut. C'est quelque chose que les Libanais vont devoir faire par eux-mêmes. La seule chose que les voisins bien intentionnés tels Israël peuvent faire, c'est leur donner les moyens de cela. Leur donner les moyens de cela, c'est par exemple affaiblir le Hezbollah pour que l'armée libanaise puisse prendre le relais. C'est, de la part des États-Unis, par exemple, assurer le financement des salaires des soldats libanais, parce qu'aujourd'hui, l'une des plus grandes différences entre un soldat d'infanterie libanaise et un combattant du Hezbollah, c'est que le combattant du Hezbollah touche un salaire qui est à peu près le triple celui du soldat libanais, qui doit, pour arrondir ses fins de mois, travailler chez Uber ou Volt ou je ne sais quoi. Et donc vous avez quand même une infrastructure qui doit se créer autour de ces efforts-là, qui n'est pas juste une question militaire. C'est bien au-delà des capacités d'Israël, mais je pense qu'on a notre rôle à jouer dans cette pièce. Eh bien, merci beaucoup, Maître Daoud Zaoui, de nous avoir donné votre appréciation sur ce qui se passe au sud Liban. Ce n'est pas facile de donner une appréciation, on va dire, tranchée dans cette situation complexe. Merci beaucoup de nous avoir permis de mieux comprendre, on va dire, la situation. Et le flou qui permet d'avancer au Moyen-Orient. Voilà, oui, c'est ça. C'est vrai que parfois le brouillard nous permet peut-être d'avancer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt, David. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.